Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver. Merci d'être là dans Bonjour d'Algérie. Toujours à vous retrouver pour parler de témoignages et surtout évoquer l'actualité du moment. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre. Nous allons revenir sur cette date historique, ces faits marquants du 17 octobre 1961, la guerre d'Algérie et tous les affres de la guerre d'Algérie qui ont été vécus par la population algérienne ici en Algérie ou à l'étranger, notamment en France. Et d'ailleurs, tous ces crimes qui ont été impunis pour certains et surtout donc beaucoup de témoignages apportés. Aujourd'hui, on ouvrira ce volet histoire avec deux invités. Le premier, il sera donc parmi nous, Monsieur Urbah, qui est donc un passionné d'histoire. Il sera là aussi pour nous parler, revenir avec des faits et surtout des ouvrages pour nous rappeler le témoignage de certains écrivains qui ont parlé sur cette date historique. Nous aurons également un professeur d'histoire sur notre plateau pour évoquer aussi la transmission, comment se fait la transmission historique et surtout ce devoir de mémoire à travers les générations. Nous aurons également à revenir avec Mounia Faïd qui sera sur notre plateau. Elle parlera également de son documentaire, continuer une deuxième partie de son documentaire qui intitulé 17 octobre 1961 au nom de tous les nôtres. Ça sera donc diffusé ce soir sur Canal Algérie. Elle reviendra justement sur la transmission de l'histoire. Elle sera là parmi nous pour en parler en détail. Et puis, nous aurons le plaisir de retrouver les rubriques habituelles du jeudi. Il y en a beaucoup en ce moment d'ailleurs. On va avoir le plaisir de retrouver High Tech, la rubrique concernant toutes les nouvelles technologies avec Mezari, Nafa Mezari qui sera parmi nous pour nous en parler en détail. Il choisira bien sûr un thème. Radia Boulmahali qui sera parmi nous également à travers une autre rubrique intitulée Algérie touristique. Elle nous emmènera du côté de Janet cette fois-ci. Et bien sûr, Siham Kennouch qui revient avec sa rubrique à l'origine. À l'origine, aujourd'hui, elle nous parlera du khol. Et oui, comment est venue l'origine, quelle est l'origine du khol. En tout cas, elle nous en parlera en détail. Et on aura un écologiste sur notre plateau, il s'agit de Karim Tidjani qui lui se bat au quotidien pour l'environnement et surtout l'écologie. C'est un écologiste né, il viendra nous parler de justement comment se porte notre environnement en ce moment. Et puis on terminera l'émission avec nos rubriques. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Je vous laisse tout de suite avec Amel Aribi pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Amel, bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, merci. Nous sommes en rose toutes les deux. Oui, avec en plus notre petit ruban. Exactement. C'est octobre rose, on respecte et tout bien le sûr mois. on s'engage avec toutes les femmes à préserver surtout ce mois rose et bien entendu être toujours dans le dépistage et l'information et comment accompagner ces associations qui travaillent sur le terrain, les médecins aussi, à mieux informer la femme. Exactement, oui. Très bien, on vous écoute. Merci Emel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent dégagé sur les régions de l'ouest, le centre et l'est du pays, mais plus près des côtes. Mais restera peu nuageux par contre vers le centre-est. Les régions intérieures, les hauts plateaux de l'ouest, le centre également l'est, eh bien, on aura des passages nuageux avec des foyers orageux qui vont se développer tout au long de la journée, accompagnés de pluies locales sur le centre et des pluies aussi parfois, quelques pluies parfois orageuses vers les Aurès. La moitié sud, le plus souvent voilé sur le Sahara central, le Guertasili ainsi que vers le Sahara oriental, partiellement voilé vers Tindouf, passage nuageux. La Saoura, le Nord Sahara, avec développement de foyers orageux qui peuvent engendrer quelques pluies cette fois-ci sur le Nord Sahara, mais le soleil s'en donnera à cœur joie par contre vers les oasis et l'extrême sud. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt agréables par endroits, avec toutefois un maximum de 30 degrés du côté de Rolizane, 29 Tizi Ouzou, 28 Mascarat, Tlemcen, Alger, 26 à Annaba également Oran, 24 Sétif, Batna, El Beyod, 23 degrés à Djelfa, au sud 27 degrés, Gardaïa, Biskra, 31 à Béchar, 33 Tamanrasset, Janet, Ilizi, également Tindouf, 32 degrés Hassim Soudoua, Glayadra, 35 à Insalah et le maximum toujours à Borj, Biji Moukhtar et Ingzam avec 40 degrés.
Et comme toujours, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le temps va changer. On aura de la pluie plus exactement du côté de Londres, Copenhague, également la péninsule ibérique, couvert vers Berlin, partiellement nuageux à Dublin, Paris, Marseille, Berne, également Prague, Varsovie et Bucarest. Mais le soleil sera bel et bien présent à Rome, également Budapest, peu nuageux à Athènes. Le mercure affichera 13 degrés à Dublin, 15 à Londres, 14 à Copenhague, 17 à Paris, également Berlin, 19 Prague, Varsovie, 23 degrés à Bucarest, 23 à Rome, 22 degrés à Marseille, 18 Madrid et enfin 27 degrés le maximum cette fois-ci à Athènes. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Amel. C'est moi Donc, qui vous on vous remercie. retrouvera tout à l'heure, midi, comme vous Et l'avez dit, à 19h. Bon Oui. week-end à vous. Bon week-end Et puis, également. on vous retrouvera, j'espère, la semaine prochaine. Mercredi Avec beaucoup de prochain. plaisir. Eh bien, on va tout de suite entamer notre débat autour du 17 octobre. Nous l'avons tout un dossier ouvert autour de l'histoire aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec ce reportage signé Laïla Ibn Aïcha qui s'est intéressée à la transmission et surtout commémoration, devoir de mémoire. Plus que jamais, la commémoration des massacres du 17 octobre 61 est un devoir de mémoire envers ces milliers de manifestants pacifiques sortis condamner le couvre-feu et la politique discriminatoire mise en place par le préfet de police de l'époque, Maurice Papon. Aujourd'hui, le souvenir de ces massacres remue une douleur historique et éveille une fierté nationale chez les Algériens. C'est une journée historique. C'est une journée de deuil. La nouvelle génération ne doit pas oublier qu'il y a des milliers d'Algériens qui se sont sacrifiés pour qu'ils vivent libres. Plus de 30 000 manifestants ont répondu à l'appel de l'FLN de France. La contestation pacifique a rapidement tourné en drame. La répression meurtrière de la police de Papon est effroyable. Arrestations, exécutions en masse, tortures, noyades dans la Seine, l'espoir de ces innocents tourne en cauchemar. Ce jour-là, l'émigration algérienne avait souligné dans le sang son fort attachement à l'Algérie et son FLN. À son honneur, le 17 octobre est baptisé Journée nationale de l'immigration. Moi, je suis un émigré. Alors, on combat qu'il y a eu des places qui s'appellent la place du 17 octobre 1961 qui se trouve à la Courneuve devant le centre culturel Jean Audremont et qu'elle existe jusqu'à maintenant et on fait des rassemblements la veille du 17 octobre 1961. Il faut que la mémoire de tous les morts radicaux, il la revive à l'heure actuelle. Contre l'oubli et pour les générations futures, la commémoration du 17 octobre 1961 devrait sortir du contexte événementiel et s'inscrire à tous les niveaux du savoir, allant du manuel scolaire aux grands outils de recherche pédagogique et académique. Il faudrait que ça soit sur les livres de l'histoire. Voilà, pour apprendre aux enfants l'histoire de l'Algérie. Il faut que nos enfants aujourd'hui connaissent l'histoire d'Algérie. Et cette date-là, c'est important. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il faut qu'il y ait des journées de sensibilisation menées déjà par la société civile, par les associations, avant que l'État. Parce que l'État, elle ne peut pas tout faire tout seul. Il faut qu'il y ait des gens, des personnalités publiques, des personnalités nationales, historiques, Les nouvelles générations, tout ce qui se passe en mémoire écrit et parlé, il faut qu'ils commencent déjà à l'école pour que l'histoire ne s'oublie pas. Le 17 octobre 61, ça a été fait pour que l'Algérie soit libre.
Voilà, témoignage en tout cas très poignant. Donc nous allons faire écho ce matin dans Bonjour d'Algérie à travers cette histoire, l'histoire donc de la guerre d'Algérie qui ne finit pas encore de livrer ses secrets, surtout des témoignages très importants de la jeune génération qui travaille sur l'histoire. Encore une fois, nous allons recevoir avec plaisir Mohamed Rbah, comme chaque fois quand on parle d'histoire, il est là parmi nous. Marhaba bik. Merci. Passionné d'histoire. Oui, il faut absolument transmettre, on parlera de transmission, transmettre et lutter contre l'oubli parce que c'est quelque chose de très grave. Lutter contre l'oubli, donner aussi, important de donner l'exactitude des faits. Exactement. Et travailler sur cela, surtout. Voilà. Alors, avec nous également, M. Karim Menasser, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Vous êtes professeur d'histoire au niveau donc, de l'université Ali Lounissi de Blida 2, c'est ça? Exactement. Vous enseignez l'histoire à vos étudiants? C'est notre travail. Et de voir, de concrétiser la mémoire historique de notre pays. Exactement. Le besoin qui s'impose. Exactement. Surtout, l'histoire elle est très restrictive et très occultée. Alors, on est là. Voilà, vous êtes là. On va en parler justement de la transmission et surtout de l'importance donc du devoir de mémoire aussi de certains témoins qui peuvent aujourd'hui apporter un témoignage très important pour la jeune génération. On va revenir sur ces faits donc, du 17 octobre. Crime d'État a été donc déclaré comme crime d'État par bon nombre aussi d'auteurs et d'intellectuels français, mais pas que, beaucoup d'auteurs et de personnes témoins de cette nuit d'horreur, comme on l'a appelé. Oui. Pourquoi tout de suite crime d'État? Parce que la décision d'instaurer un couvre-feu spécialement pour il les appelait les Français musulmans d'Algérie. C'est ça. Spécialement pour les émigrés algériens, un couvre-feu de 20h30 à 5h30 du matin, qui les a humiliés. Pourquoi crime d'État? Parce que le 5 octobre 1961, un conseil des ministres restreint, en présence du général de Gaulle, du chef de l'État, il y avait évidemment le Premier ministre, le ministre des Armées, le ministre de la Guerre et le ministre de l'Intérieur. Et la décision a été prise en présence du chef de l'État. C'est pour cela qu'ils disent que c'est un crime d'État. C'est l'État français qui a perpétré donc ces exactions, ces crimes. Et comment donc revenons aux faits. Nous sommes le 17 octobre 1961, à 5 mois des accords d'Évian, c'est-à-dire de la fin de la guerre entre l'Algérie et la France. Et les Algériens sont sortis ce soir-là, alors qu'ils avaient subi le couvre-feu du 5 octobre au 17 octobre. Ils ont connu l'humiliation dans les quartiers, les arrestations. Ils ont aussi subi la torture. Certains sont morts. Et c'était avec les descentes des policiers dans les quartiers pauvres où ils vivaient, comme Nanterre, dans les bidonvilles. Tout cela, ils sont sortis pour la dignité. Et c'était très difficile parce que beaucoup, donc c'était des commerçants aussi, ou alors ils travaillaient dans les usines très tôt. Donc ils étaient donc diminués parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. S'ils avaient des cafés, les cafés étaient obligatoirement fermés à 19h. À 19h. C'était leur gagne-pain. Et ce sont les cadres locaux, les responsables locaux de la fédération du FLN qui a demandé à la direction d'organiser une manifestation pacifique. Même il fouillait les manifestants et pour voir s'ils n'avaient même un couteau, un petit canif
qui leur sert de... c'était interdit. Et ça, au fond aussi, ça gênait l'activité du FLN, parce que les réunions se faisaient le soir dans les cafés. Après les heures de travail. Après les heures de travail. Donc, il fallait... Et c'est surtout le caractère de lutte pour la dignité et contre la misère. Parce que l'émigration, c'était une émigration économique. Les gens ont quitté, c'était des pauvres gens. Ils ont quitté les montagnes de Kabylie particulièrement pour aller travailler, et pour envoyer le mandat. Laissé leur famille sur place. Ils envoyaient le mandat, ils se privaient. Donc il faut insister sur cela. Sans oublier qu'il y avait aussi une quête qui devait, donc une somme d'argent qui était reversée aussi à la Fédération de France du FLN. Pour et ils cotisaient. Le front, bien sûr. Oui, le budget de guerre du FLN, de la LN, c'était particulièrement les émigrés. Et on dit, en Algérie, la journée du 17 octobre, c'est la journée de l'émigration. Je voudrais dire deux mots. Bon, on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé, les crimes, mais c'est un peu connu. Je voudrais insister sur cette émigration. C'est dans l'émigration qu'est née l'étoile nord-africaine en 1926 et qui a développé l'idée d'indépendance. Il ne faut pas oublier, c'est dans l'émigration. Et aidé par les mouvements ouvriers français à l'époque, et les ouvriers algériens ont appris beaucoup de choses auprès des syndicalistes européens qui étaient beaucoup plus avancés, et ils se sont formés. Et c'est bon, et ça nous a emmenés vers le développement du mouvement national, 1er novembre. Bon, ce n'est pas l'objet de la... Alors, ce jour-là, c'était la sauvagerie, l'expression de la sauvagerie. Parce que les policiers racistes, c'est des policiers qui avaient fait l'école primaire, et à l'école primaire, on leur a appris, on leur a inculqué le racisme. L'école. Ces mêmes policiers ont subi aussi, puisqu'après il y a eu un procès haineux et donc envers cette police qui a donc fait toutes ces exactions. Donc les policiers eux-mêmes ont fait un procès à ces gens. Oui, parce qu'ils n'ont pas été, certains n'ont pas été d'accord. C'est un massacre. Et l'historien qui a avancé ce terme, qui a prononcé ce terme, c'est Jean-Luc Einaudi. Jean-Luc Einaudi n'est pas un historien de formation, il est devenu historien et il s'est intéressé à cette question. Il a fait un travail de recherche titanesque. Il a eu accès aux archives. Il a été aidé par 2 archivistes français qui ont été par la suite sanctionnés parce qu'ils lui ont passé des archives. Il a cherché dans les cimetières, il est allé à l'Institut médico-légal et il a écrit un premier livre en 1991, sorti en 1991, La bataille de Paris, suivi d'un autre livre avec d'autres recherches et scène de la guerre d'Algérie en France. Oui. Jean-Luc Einaudi. Il est décédé en 2014. C'est ça. Et il n'a pas vécu l'événement parce qu'il est né en 1957. Il avait donc 4 ans. Et c'est lui-même qui le dit. Et ensuite, ce livre que nous avons sous les yeux, c'est une somme de témoignages. Il est allé voir toutes les familles et ils lui ont raconté... Il a dressé toute une liste aussi. Oui, il a toute une liste parce qu'on dit qu'il y a entre 150 et 200 morts
Bon, les autorités françaises de l'époque ont minimisé. J'en dis, il y a eu deux morts et des blessés. Une trentaine de blessés. Voilà, et des blessés parmi les... C'est-à-dire qu'il y a eu affrontement, alors que ce n'est pas vrai. Parmi la police. Donc, ils ont... c'est une journée de barbarie. Oui. Ils ont jeté des gens, des pauvres gens, dans la Seine, vivants. Ils ont massacré des manifestants dans les prisons, commissariats. Ça a continué jusqu'au 30 octobre. Et ça a continué, parce que le nombre de morts, ce n'est pas la journée seulement du 17 octobre. Les arrestations, les tortures, les sévices qu'on subit. Et ce qu'il y a c'est qu'ils les ont emmenés au Veldiv. Le Veldiv est connu pour avoir, pendant la Seconde Guerre mondiale, reçu des Juifs, les Français résistants. Oui. Donc c'est le même lieu qui ensuite a reçu les Algériens. Ont été commis encore là-bas. Là-bas. Donc c'est l'expression, c'est une journée, c'est l'expression du racisme colonial. C'est ça. Et surtout, montrer que finalement, la France avait peur de l'Algérie. Le conflit qui était presque terré en Algérie, on ne voulait pas trop en parler, la guerre d'Algérie, finalement, a été transféré sur le territoire français. Ça a été donc aussi un affront pour les autorités françaises. Le FLN avait décidé en 1958 de continuer et mener le combat en France. De mener sur le sol métropolitain, comme on disait à l'époque. Mais seulement... Bien sûr, le 17 octobre, ça a été une journée, mais il ne faut pas oublier. C'est disons, un moment de l'histoire de la guerre d'Algérie. Il ne faut pas oublier qu'en 1954-1955, il y a des bombardements déjà au napalm, dans les Aurès. Oui. Il ne faut pas oublier la bataille d'Alger, où il y a eu 3000 disparus, où il ne faut pas oublier les crevettes, ce qu'on appelle entre guillemets crevettes de Bijar, c'est-à-dire qu'il mettait les pieds dans du ciment et il jetait les gens. C'est des crimes de guerre aujourd'hui qui doivent être encore une fois dénoncés et repris pour que la jeune génération et la nouvelle génération soient conscients aussi de l'importance de cette liberté que nous avons aujourd'hui arrachée au prix fort par nos moudjahidines. Tout à fait. Et bien entendu, l'importance de la transmission de l'histoire. Vous êtes professeur, vous avez très souvent fait appel à ces chapitres de notre histoire de guerre d'Algérie, notamment le 17 octobre. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur ce thème-là. Précisément, il y a beaucoup de thèses universitaires sur plusieurs thèmes de la révolution algérienne, y compris le 17 octobre, que ce soit l'organisation spéciale de la fédération du FLN, que ce soit des études sur des personnalités de la fédération, telles que Mohamed El-Bdjaoui, telles que Mourad Tarbouch, Boudaoud, c'est-à-dire les têtes de la fédération, que ce soit d'autres événements concernant la révolution et l'histoire de l'Algérie, entre parenthèses coloniale, depuis 1830 jusqu'au 1962. Laissez-moi vous dire, ces thèses, dans leur contexte, c'est-à-dire on insiste sur plusieurs c'est-à-dire actes et le crime de guerre que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est plus qu'un crime de guerre, c'est un crime d'État, comme vous l'avez cité, et c'est des crimes contre l'humanité quand même. Bien sûr. Ça, il ne faut pas l'oublier. Benjamin Stora a intitulé un de ses livres les traditions criminelles de la France, c'est-à-dire c'est pas nouveau, le 17 octobre, ni les massacres qu'a connu le peuple algérien depuis 1954, ça ne se résume pas uniquement
en 54-52, c'est depuis 1830. Tout à fait. Le massacre on parle les enfumades. Le massacre de Blida, l'Aoufia, la liste elle est très longue. Et toutes ces dates sont donc des crimes contre l'humanité. C'est des crimes contre l'humanité, purement dit. La France a usité des méthodes nazies au cours du 17 octobre. Oui. Alors, il ne faut pas oublier, lorsqu'on dit la bataille de Paris, par exemple, et la bataille d'Alger, c'est des titres qui ne sont pas à leur place. Parce que là, le pouvoir français veut se légitimer. Oui, discréditer. En faisant de ces événements comme étant une bataille. Oui. Alors que c'était à sens unique. Voilà, à sens unique, et c'est une manifestation, pour prendre en exemple uniquement le 17 octobre, c'est une manifestation pacifique. Les instructions étaient formelles. Ne prenez même pas un coup-ongle. Il faut la manifestation, il faut porter des habits neufs, bien cravatés. D'ailleurs, il y avait des enfants, il y avait des femmes. Il fallait sortir avec leur famille, même avec des bébés, etc., pour montrer la civilisation des Algériens. Alors, ils étaient menus, c'est-à-dire sans armes. Alors, ça précise le terme le crime contre l'humanité. Ici, on évoque aussi les chiffres. Oui. En tant qu'historien, vous avez ce devoir de donner et de faire une recherche pour nous, historiens, de témoignages. Si on tue 500 personnes ou 300 personnes, et ça reste dans ce contexte uniquement chiffré, il faut voir aussi la méthode. Comment ils ont été tués. Ouais. Et c'est là le grand point. Alors il y a des gens qui ont été brûlés vifs. Il y a des gens qui ont été ligotés et jetés vivants dans la Seine. Je cite par exemple des corps repêchés après 15 jours et 20 jours, tels que le corps de Fatima Beddar, la collégienne de Béjaïa. Ça me rappelle Ourida Medded, ici à la Casbah en 59. Il y en a beaucoup d'exemples. Alors, il faut voir la nature de ces tueries. Comment on a tué. Ne parlons pas des tortures, ne parlons pas des exécutions sommaires, quand même. On a tiré sur la foule avec de vraies balles. On a même pendre des Algériens, la forêt de Boulogne, avec des fils électriques. Alors il faut imaginer ces scènes horribles. Horribles. Alors, lorsqu'on cite Et impuni surtout. Et la responsabilité, bien sûr, des uns et des autres dans ce. Ça reste impuni dans l'oubli. Voilà. Mais aujourd'hui, le travail est fait grâce à des historiens, grâce à des intellectuels aussi, qui travaillent sur cette page d'histoire douloureuse, et surtout avec les associations qui font aussi un travail énorme de collecte de témoignages et surtout de commémoration. Elles sont nombreuses, les associations, justement, à se dresser face au gouvernement actuel, et surtout pour la commémoration et le devoir de mémoire. C'est important. Oui. Concernant ce point, je m'excuse, concernant ce point, il y a un travail énorme qui a été fait. L'Amicale des Algériens a organisé plusieurs colloques. Il y a des thèses universitaires, il y a des témoignages, on rassemble des témoignages, notamment au niveau du musée national le Moudjahed. Il y a plusieurs journées d'études sur le thème, il y a énormément de livres, je peux vous citer on va des titres. Dans un moment, il y a tout un reportage qui a été donc fait concernant les écrits du 17 octobre, qui sont disponibles ici en Algérie. On va les citer. Voilà. On tombe dans le panneau, sur le panneau le problème de lectorat quand même. Et l'information. Oui. C'est-à-dire, il faut sortir de l'occasionnel. C'est ça. On n'en parle que durant les dates. Voilà. Oui. On parle du 1er novembre, le 1er novembre. On parle du 5 juillet, le 5 juillet. Et là, c'est un peu... Alors, c'est un autre crime, l'oubli.
c'est un autre crime. C'est un autre crime, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, les cinéastes, les artistes, les écrivains, tous ont l'obligation de travailler sur ces dates et surtout pour rappeler l'histoire et lutter contre l'oubli. C'est très important. Alors concernant les films, en France et en Grande-Bretagne, même des Américains, il y a eu des documentaires, il y a eu des films, et tout ça sur l'événement. Reste en Algérie, on est dans notre pays, où il faut faire des efforts concernant pas uniquement le 17 octobre, mais il y a tellement de sujets qui présentent certes des pages glorieuses, mais aussi des pages sombres. Voilà, des pages sombres et macabres. C'est-à-dire, le peuple algérien a vécu des moments glorieux, c'est-à-dire le 17 octobre. Tout à fait. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un grand courage qu'on a. Tout à fait. Surtout qu'aujourd'hui, doucement, les archives s'ouvrent au grand public. Donc les historiens, les chercheurs, les journalistes peuvent travailler sur ces pages d'histoire. Ça se fait très doucement, mais ça se fait quand même. Monsieur Ali Haroun a déposé aussi des archives au niveau des archives nationales concernant cette date du 17 octobre. Oui, puisqu'il était un des responsables du comité fédéral. Mais il faut dire la vérité, la réalité. C'est qu'il n'y a pas suffisamment de travail en Algérie. Il n'y a pas suffisamment de production. Tout à fait. Ou que la visibilité ne soit pas suffisante aussi. Pour qu'on laisse pas les rumeurs. On apprend que beaucoup d'étudiants travaillent sur ces dates historiques, mais peut-être que la visibilité n'est pas ce qu'elle devrait être. Exactement. Parce que pour combattre la rumeur. C'est ça. Parce que, on parlait tout à l'heure justement de rumeurs. J'avais lu que finalement des chercheurs ont travaillé sur le nombre de morts. Et on dit qu'il y a eu même des personnes jetées en mer pour ne pas qu'on retrouve leurs cadavres. Ou carrément qui avaient été expulsées en Algérie pour ne pas qu'on dénombre aussi certains cadavres. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une rumeur? Il y a eu des expulsés et ils ont été évidemment cueillis par les autorités militaires ici. On était en pleine guerre et ils ont été nombreux ont connu la torture, nombreux ont été tués puisqu'ils sont retournés à leur village. Voilà. Monsieur donc Rabah et Monsieur Menasser, on va voir ensemble un reportage qui parle de tous ces écrits qui ont été faits sur le 17 octobre d'ailleurs 1961, et c'est notre journaliste Lamia Bedbouda qui s'est intéressé à ce volet. Regardez. Le 17 octobre 1961 constitue le plus sombre épisode de l'histoire de la Révolution nationale. Actons, témoins, historiens nationaux et étrangers se penchent sur cette triste nuit qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Un tour dans les librairies de l'Algérois nous a permis de dresser ce listing. Droit d'évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961 à Paris de Mohamed Rafir, dit Mouheklichi, qui nous livre le résultat d'un long parcours de recherche sur la Fédération de France du FLN. Photos, archives et documents inédits sur la révolution algérienne en France. Chez Casbah Éditions, Paris 1961, Les Algériens, la terreur d'État et la mémoire, de Jim House et Neil McMaster, deux historiens britanniques qui scrutent l'ensemble des éléments et se livrent à une enquête serrée où s'agencent sources orales, journaux, tracts et documents inédits. Un ouvrage référence. Le 17 octobre des Algériens est un texte inédit du couple de journalistes Marcel et Paulette Péju qui devait paraître à l'été 1962. La force de cet ouvrage repose sur les nombreux témoignages des Algériens recueillis à chaud et dont la lecture ne laisse pas indemne. Le texte est suivi de la triple occultation d'un massacre de Gilles Montserron, qui jette une lumière neuve sur les événements.
À la librairie Chaïb Zahir, nous avons feuilleté pour vous le 17 octobre 1961, Crime de guerre à Paris, de Rebah Mahyout, paru aux éditions ANEP et qui revient sur les écrits de Charlotte Nordman et le témoignage de plusieurs Algériens ayant vécu cette sanglante journée du 17 octobre, comme Hossein Amour, Mohamed Aïssaoui, ainsi que les écrits de plusieurs personnalités comme Kateb Yassine. Linda Améry, doctorante à l'Institut d'études politiques de Paris, signe La bataille de France, la guerre d'Algérie en France, préface de Benjamin Stora aux éditions Chihab. De manière exceptionnelle, Linda Améry a eu accès aux archives personnelles du préfet Papan qui éclairent crûment sur la brutalité et le cynisme de la répression. Dans l'ouvrage inédit de Jean-Luc Einaudi, l'infatigable historien qui a tant écrit sur le sujet, octobre 1961, un massacre à Paris, l'auteur a même dressé la liste des victimes et disparues. Un vrai travail d'enquête sur le terrain, à lire et à relire. Quant à Mohamed Zegger, le plus jeune prisonnier FLN à Fresnes, parle de ses 5 années d'incarcération alors qu'il n'avait que 16 ans. Prisonnier politique du FLN en France, 1954-1962, la prison, un champ de bataille, nous éclaire sur le monde carcéral et ses souffrances. Voilà, nombreux ouvrages et surtout l'importance de ces témoignages qu'on peut retrouver à travers ces ouvrages et que vous pouvez aussi vous procurer dans les librairies d'Alger à travers ces témoignages. Encore une fois, on vient apporter un supplément pour cette jeune génération. Eh bien, elle est jeune, elle aussi, et a fait un travail journalistique très important concernant la transmission et surtout le devoir de mémoire très important. Il s'agit de notre collègue Mounia Faïd Harbi. Bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, vous avez donc travaillé sur différents chapitres ici à la télévision, différents travaux journalistiques. Et cette fois-ci, le volet histoire vous a aussi particulièrement intéressé. Volet histoire, mémoire, effectivement. Donc, j'ai essayé de travailler sur le 17 octobre. On a fait un travail de mémoire et recensement aussi. Recensement, revenir d'abord essentiellement, c'est-à-dire que ce soir par exemple on va proposer deux documentaires. Alors le premier c'est Pour ne jamais oublier, donc là on relate les faits, l'histoire, comment c'est déroulé. Avec des images d'archives. Avec des images d'archives, effectivement, on relate les faits, on revient sur cette histoire, sur ce massacre, et on a le deuxième documentaire où on s'est déplacé vers la communauté algérienne établie essentiellement à Paris pour revenir sur cette commémoration aujourd'hui. C'est ce que je disais. Il y a donc plusieurs associations sur le terrain qui militent encore et toujours pour que la vérité soit enfin dite et surtout que la jeune génération s'intéresse à cette date historique et surtout la date du 17 octobre avec bien entendu la jeune génération. Donc les dates sont très importantes. Oui, effectivement, c'était l'objectif et le principe, c'était de faire rencontrer cette nouvelle génération aujourd'hui franco-algérienne, puisqu'ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, mais on a posé cette question-là de savoir est-ce qu'aujourd'hui cette belle jeunesse connaît l'histoire, étant donné qu'ils ont grandi là-bas, ils font l'école française, donc est-ce que ces jeunes-là connaissent réellement l'histoire de l'Algérie et essentiellement le 17 octobre 1961. C'est très important, c'est pour se construire aussi un avenir heureux aujourd'hui. Oui, effectivement. Connaître son histoire. Effectivement. Donc la problématique a été posée. Donc on a rassemblé des associations, plusieurs associations, dont celle de Mohamed Mekid, Témoignages et Mémoire, qui nous a accompagnés. Il y a aussi le collectif du 17 octobre 61 de Nanterre. On a eu aussi la vice-présidente de Diaspora des aides, on a eu le président du Conseil national des Algériens en France,
Et on a rassemblé ce mouvement associatif avec la nouvelle génération. Donc on a une fille de 14 ans, une petite collégienne qui assiste à ça, on a des jeunes étudiants, et le problème est posé. Donc voilà, le documentaire relate cette discussion et ce débat qui a été provoqué. Et c'est assez nouveau parce que ça ne fait que quelques années que finalement le 17 octobre est célébré et qu'aujourd'hui on s'intéresse à cette date et on veut dénoncer, on veut aussi faire des commémorations. Donc on va voir un extrait donc, de votre documentaire, n'est-ce pas Mounia? Ça va donc être diffusé ce soir sur Canal Algérie, juste après le journal de 20h. Effectivement. Très bien, on va voir un extrait de ce documentaire. Peuple français, tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler et tu as vu la police. Si quelqu'un oublie son passé, je ne trouve pas qu'il puisse bâtir un avenir sur de bonnes bases quand même. Il y a eu un déni, une occultation de la part des autorités françaises sur cette page d'histoire. Nous, on devait aller à l'école, on devait grandir en France, puisqu'on était des expatriés, on vivait en France, voilà. À l'école, moi personnellement, j'ai été traitée de fille de fait de la gare. Moi, ça fait 4 ans que je me bats sur le terrain pour réussir à faire des événements. On a imposé à la maire de Paris pour qu'elle puisse enlever la plaque de la honte, on l'appelle la plaque de la honte. Oui, ça m'a touchée parce que ça vient de l'Algérie et c'est mon pays. Voilà, l'intégralité donc de ce documentaire sera donc diffusée ce soir sur Canal Algérie, n'est-ce pas Mounia? Effectivement, je l'espère. En 2 parties. J'espère qu'on aura fait justement transmettre le message à cette nouvelle génération, car il est important de faire rappeler cet événement, ce massacre-là. Des gens ont été massacrés, tués, pendus, torturés. En toute impunité. En toute impunité. Ouais. Et lors de nos repérages, on a décidé de faire le documentaire au niveau de Saint-Michel. Et essentiellement, on a choisi l'emplacement d'un café à côté de la préfecture de police. C'était symbolique, et du palais de justice, c'est-à-dire là où vraiment les tortures se sont déroulées, juste à côté. Exactement. On était à proximité, il y avait cette communauté algérienne qui était là, qui a répondu présente. On est allé sur le pont. On a eu notre jeune Tarek l'étudiant qui a déclamé le poème de Katib Yassine, voilà, La gueule du loup, concernant le 17 octobre 61. On a eu la présence d'un journaliste théologien spécialiste des questions mémorielles, Sofiane, qui était là. On a eu un réalisateur, on a eu les associations, on a eu beaucoup de jeunesse aussi. Cette jeunesse est très épris donc de la vérité surtout, et toujours en quête donc de cette vérité qu'il faut absolument dire, transmettre, et encore une fois un travail de mémoire. Alors beaucoup de cinéastes, de journalistes, de personnalités qui travaillent, et des intellectuels qui travaillent sur ces dates historiques pour que la vérité soit enfin dite. Oui, effectivement, c'est ça. Lors des tournages, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé les gens discuter entre eux, voilà, provoquer un certain débat entre la nouvelle génération, celle d'avant, celle des années 2000 et 90, entre eux. Donc ils se posaient la question de dire pourquoi notre jeunesse ne connaît pas l'histoire d'Algérie. Est-ce que c'est le rôle des parents? Est-ce que c'est le rôle des autorités publiques? Est-ce que c'est le rôle de l'école? Est-ce que c'est... Donc voilà, ces questions-là ont été posées à travers ce film documentaire, et j'espère que... Ça va plaire, en tout cas, ce soir, aux téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent à travers Canal Algérie, bien sûr. Alors c'est vrai que, comme le disait notre ami Mounia, la transmission est très importante. C'est ce que vous faites à travers votre métier d'historien, avec vos universitaires. Alors, sur cette question, les outils de travail académiques sont nombreuses. Aujourd'hui, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Il y a énormément de travail qui a été fait.
Reste le problème de l'électorat et l'information, la diffusion, et combattre l'occasionnel quand même, comme on l'a dit tout à l'heure. Concernant les archives, par exemple, maintenant, si on rentre dans le contexte académique de notre travail historique, concernant les archives, notamment du 17 octobre, si on se réfère par exemple aux archives de la police parisienne ou de la justice ou l'armée de terre de France, ils ont écrit n'importe quoi quand même. Vous avez cité 2 morts. Le travail qu'a fait Jean-Luc Einaudi, il fallait aller au cimetière, les registres pour notamment prendre les noms des victimes. Et après, il y a les études qui ont été faites d'après des témoignages et tout ça. Et en fin de compte, on fait ce qu'on appelle des études comparatives. Et là, le travail de l'historien cherche la vérité, ne donne pas la vérité. Et fait une analyse, surtout. Il fait une analyse, surtout, et étale. Ce qui a été vraiment les faits, comme elles se sont déroulées. Ça, c'est important. Ouais. Mais justement, moi je voulais revenir sur ce qui se rapidement, on va clore avec cela. D'accord, très bien. Alors, c'est justement, on a Manceron qui revient sur ça et qui dit les archivistes aujourd'hui ne veulent plus être les gardiens des secrets de la France, d'accord, des archives. Alors, libérer ces archives, laisser les historiens faire leur travail correctement. Il faut ce devoir de vérité est aujourd'hui impératif pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Voilà, donc il est essentiel d'ouvrir aujourd'hui les archives et laisser les historiens, les étudiants, les chercheurs aller vers travailler avec ces archives surtout. Effectivement. Et continuer la transmission. Monsieur Lebach, merci beaucoup. Un dernier mot, vous vouliez juste je voulais parler simplement du 14 juillet 1953, rapidement, qui a précédé le massacre du 17 octobre. C'est un événement qui a été occulté. Aussi bien en France qu'en Algérie. Il y a eu 6 morts, 6 militants du MTLD qui ont été tués par balle lors du défilé du 14 juillet. Parce que le MTLD défilait, mais c'était un défilé à part. Il avait profité du défilé organisé par la CGT. Et il y a eu un film, le bal du 14 juillet, c'est-à-dire il a joué sur le mot. Il a joué sur le mot parce que le 14 juillet a le bal. Exactement. Et c'est que Daniel Koepp. Et il y a eu un livre aussi. Je voulais en parler parce que c'est dans le cadre de notre, c'est-à-dire faire connaître la vérité, lutter contre l'oubli. Et c'est bien qu'aujourd'hui, il y ait toute cette production, et tant mieux pour les jeunes générations. D'accord, très bien. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur notre plateau. Je rappelle, Monsieur Karim Benasser, vous êtes professeur d'histoire à l'Université Ali Lounissi de Blida 2. Merci pour tous ces témoignages. Bon courage à vous pour votre métier, surtout. Si vous permettez, j'ajouterai... Vraiment rapidement. On évoque De Gaulle en 58. Oui. Et on n'évoque pas De Gaulle en 845. Il ne faut pas oublier aussi que la révolution algérienne, elle est l'unique révolution qui a été exportée sur le sol même de l'ennemi. Tout à fait. Voilà. N'oublions pas aussi que l'immigration a contribué à 7 à 8 milliards de francs à la machine de guerre de la révolution algérienne. Un tout petit... lorsqu'on évoque ceci, c'est pour que plus ceci ne le subissent d'autres peuples. Ça a été un exemple, voilà. La guerre d'Algérie a été un exemple pour beaucoup de peuples d'ailleurs à travers le monde. Merci beaucoup. Monsieur Lebach, merci encore une fois, à très bientôt, toujours à travers l'histoire, on aura le plaisir de vous recevoir. Mounia, merci d'être venu. Je sais que vous avez beaucoup de travail, vous avez un montage à continuer. Bonne chance à vous pour d'autres travaux, Inch'Allah. Et puis on vous suivra ce soir votre documentaire 17 octobre 1961 au nom de tous les nôtres. C'est cela, juste après le journal de 20h. On continue notre émission, je vous invite tout de suite à apprécier cette belle voix de Linda Blues qui chante Minji Balina.
جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي بحياتي وبمالي عليك أضحي بحياتي وبمالي عليك يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك كل شيء فيك ينمو حبه مثل النبات يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة يا ترى يأتيك. Voilà, une très belle voix et surtout une belle chanson bien choisie donc pour ce contexte. Nous aurons le plaisir de continuer à parler donc d'histoire, mais pas que, avec l'écologiste né Karim Tidjani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour votre accueil. C'est gentil. Alors que je vous l'ai dit en coulisses, le 17 octobre vous parle. Hein. Vous n'êtes pas venu en tant qu'écologiste aujourd'hui uniquement, mais cette date, vous la connaissez bien puisque vous êtes né sur le sol français. Oui, oui, je la connais bien. Et puis surtout, en fait, souvent on oublie que la colonisation, ça a été aussi une grande œuvre de destruction de l'environnement et de colonisation écologique. Hein. Même l'écologie en Algérie, elle a démarré d'abord par justement la colonisation. Hein. Le jardin d'essai, c'est pas innocent si le jardin d'essai, c'est une des premières constructions du système colonial dans notre pays. Oui. Et il ne faut pas oublier aussi que les Algériens qui ont réussi justement à résister à ce système, c'est parce qu'ils se sont accrochés aussi à la connaissance de leur environnement et que c'était un système aussi vraiment qui a... Voilà, pour moi, en fait... Non seulement cette nature, elle a été moujahad, elle aussi. Elle a subi... Nos montagnes ont été brûlées, les maquis ont été brûlés pour essayer de trouver des moudjahidines. La biodiversité, il y a eu vraiment beaucoup de transformations. Voilà. L'idée du colonialisme... Il y a encore aujourd'hui des traces de cette destruction, parce qu'il y a une région dans les OS qui est donc brûlée au napalm. Et puis vraiment, l'idée clé, c'était on a justifié beaucoup de choses. Cette colonisation, elle s'est justifiée par une mythologie autour du fait que l'Algérie, c'était son peuple en fait qui était en train de la transformer en désert et que quand elle était occupée par les Romains ou par d'autres civilisations, c'était le grenier de l'Europe, ce qui est faux, ce qui est une totale mythologie. Donc on s'est servi énormément de l'écologie au début. Il y a eu toute une mythologie qui a été bâtie pour justifier la colonisation. Et je répète, c'est aussi parce qu'à l'époque, les Algériennes et les Algériens connaissaient parfaitement leur environnement, le maîtrisaient, qu'ils ont réussi à justement à gagner cette bataille. Ça a été une bataille, une vraie bataille. Une vraie guerre, voilà. Tout à fait. Et donc, le 17 octobre, avec les commémorations aussi sur le sol français, vous étiez parmi ces Algériens qui luttaient contre l'oubli aussi. Oui, mais... Différemment. Différemment. Moi, je dis aujourd'hui, voilà, c'est Lyoum, Belah ou Rodoa. Et on est au 21e siècle.
Et il y a des combats à mener avec ce socle, aussi, oui. mais et l'écologie en fait partie. Voilà, l'écologie en fait partie. Voilà. Vous êtes un vrai militant. D'ailleurs, vous animez un site nouaraalgérie.com où vous donnez plein d'idées, plein d'astuces. Les gens peuvent vous rejoindre, peuvent aussi concrétiser à combattre certains faits, peut-être des... J'essaye surtout, bon, sur ce site, j'essaye surtout de donner de l'information, parce que j'ai essayé de créer un outil, en fait, parce que l'information, aujourd'hui, plus que jamais, c'est la clé, c'est le nerf de la guerre. C'est ça. Après, voilà, en parallèle, je fais beaucoup de déplacements à travers l'Algérie. D'ailleurs, vous revenez tout fraîchement de Béjaïa. Je reviens de Béjaïa, je reviens de Skikda, je reviens de Ain Safral, Bayed, et voilà. Et vous rencontrez justement beaucoup d'écologistes comme vous, ou des personnes qui sont dans la protection de notre environnement? Ben en fait, si je vais vous dire une chose, si je peux faire tous ces voyages, c'est grâce à une grande chaîne de solidarité. Parce que quand je me déplace, ce sont ces gens-là qui travaillent sur le terrain, qui m'accueillent, qui m'aiguillent, qui me permettent, moi, de développer peut-être une vision un peu plus nationale. Voilà, moi, j'essaye pas trop m'ancrer dans une localité, j'essaye d'avoir une vision globale. Dar Kbira, voilà. Moi, je parle beaucoup de la darologie, hein, c'est un petit peu C'est en fait ce que vous avez réussi à instaurer aujourd'hui. Les petits jardins un petit peu partout, même dans des... C'est pas moi. Oui. Non, moi, ce que j'essaye d'inspirer, pas d'instaurer, c'est vraiment plutôt une culture de l'environnement, essayer de dire aux gens que en fait, c'est vraiment d'abord un combat culturel. Pour moi, aujourd'hui, dans tous mes voyages, dans toutes les conférences, les ateliers que je fais, il revient souvent cette question de l'identité, en fait. On revient toujours à ça. Vous avez rencontré Pierre Rabhi aussi, qui est un Algérien établi à l'étranger et qui est très respecté dans ce domaine de l'écologie, qui a travaillé, qui a fait des conférences partout dans le monde, qui donne des conférences partout dans le monde. Je suis même allé chez lui à Knetsa, voilà, où il y a de graves problèmes environnementaux. On aurait aimé qu'il vienne un peu nous aider. Bon, on va dire que lui aussi... est très occupé. Très occupé. Peut-être que lui aussi, il n'a pas encore réglé certains problèmes d'identité. Bon, ça, c'est... Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Alors, nous fêtions hier la journée mondiale de l'environnement. Enfin, en fait, on parlait un petit peu d'écologie. Avant-hier, nous fêtions aussi la femme rurale. Donc, c'est des journées qui viennent peut-être renforcer l'idée de la protection de l'environnement aujourd'hui et de sensibiliser un peu plus un large public. Oui, c'est vrai. Après, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que ces journées, parce qu'on a un peu tendance... Sécurité alimentaire hier. Voilà, sécurité, on peut parler de souveraineté alimentaire aussi, mais voilà, dans l'ensemble, aujourd'hui vraiment, la société algérienne, je pense qu'elle doit rentrer vraiment dans le 21e siècle. Je la trouve un petit peu trop ancrée dans le 20e. Dans l'exubérance, les méga projets, voilà. Et j'aimerais qu'on retrouve un petit peu cette sobriété. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les gens ont pris conscience que finalement, tout ce qui était à l'époque du 19e siècle, l'agriculture intensive, ça a fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, on réfléchit différemment. On réfléchit différemment, mais je vais vous donner quelques exemples. Par exemple... C'est vrai que les enjeux sont toujours les mêmes. Vous parliez de Béjaïa, qu'est-ce qui se passe? On a eu la surprise d'apprendre qu'il allait y avoir un méga concert qui allait être organisé au Lac Noir, à Kfadou. Bon, heureusement, les associations locales, elles ont réagi et normalement, le conservateur des forêts nous a vraiment confirmé que ça n'allait pas avoir lieu, que ça n'avait pas lieu. On parle d'aquaculture en ce moment aussi, par exemple, Béjaïa, encore autre exemple, 15 fermes aquacoles sur une toute petite côte superficie. On parle du barrage vert, donc de planter des millions d'arbres. Moi, je trouve que pour l'instant encore, ça c'est mon humble avis, on n'a pas encore fait une véritable rupture avec ce gigantisme. Alors que quand vous justement, moi si je m'intéresse vraiment à mes voyages aujourd'hui et j'essaye d'ancrer l'écologie aujourd'hui, je vous dis vraiment aussi dans une quête identitaire, parce que la véritable question pour moi c'est Shkoun Mouldar. C'est pour ça que je parle de darologie, parce que la maison, Dar el-Kbira, l'Algérie, c'est habité, dans le mot habité vous avez habit, c'est-à-dire un lieu, on l'habite, on l'habille et il vous habille. Et souvent, je dis que oui, effectivement, c'est très intéressant d'apprendre notre histoire dans les livres d'histoire, mais je peux vous assurer que quand vous vous rendez dans nos vieux villages, quand vous allez dans ce qu'on appelle l'Algérie profonde, et profonde et puissante,
vous découvrez des objets que n'utilisent plus aujourd'hui les Algériens, des principes d'organisation, des systèmes sociaux de gestion qui en faisaient des écologistes exemplaires. Là, pour moi, le principe... Aujourd'hui, Ardaya est un exemple aussi. Hein, pas seulement Ardaya. Moi, je pense que pas seulement. C'est peut-être parce que effectivement là-bas, ils ont... il y a eu un peu plus de médiatisation autour de leur système. Il y a eu une médiatisation, mais je serais tenté de dire que pour moi, la darologie, le 21e siècle, c'est pas seulement le passé. Parce qu'il y a des choses socialement, la place de la femme, la place des jeunes. Si c'est pour reproduire, je veux dire, un système et le moderniser dans la forme et pas dans le fond, pour moi, on n'atteindra pas cette modernité. Donc je pense que, voilà, aujourd'hui, les écologistes algériens, leur rôle, c'est effectivement de savoir ce qui se passe à travers le monde, de chercher les high-tech, low-tech, agroécologie, tout ça, mais de prendre conscience, vraiment, de prendre conscience que ici, sur notre terrain, dans notre culture, il y a tous les éléments qu'il faut. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un arbre, parce que je suis allé à la rencontre à Aït Safra, donc le pistachier de l'Atlas. C'est un arbre qui est très peu connu ici, qui est magnifique, qui a un bois très très précieux, qui pourrait être un allié... Ce qu'on appelle le Pistacha atlantica. Voilà, qui pourrait être vraiment un allié, justement... contre l'installation du désert, et ben voilà, vous avez aujourd'hui toute une organisation de gens, d'associations, notamment l'association Botma, que j'ai représenté justement à la journée d'information pour le barrage vert. Très bien. Et voilà, et ce que je trouve vraiment intéressant aujourd'hui, ce qui est en train de changer peut-être, c'est qu'il y a deux approches. On va prendre l'exemple de l'aquaculture. L'aquaculture, moi j'ai rien contre. Je dis juste que tout est remède, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Mais elle a souvent été imposée sans aucun dialogue. Par contre, on prend le barrage vert, il commence à y avoir cette culture d'intégrer les citoyens. À Béjaïa encore, excusez-moi, ils sont un peu à l'avant-garde sur certaines choses. J'ai participé donc à une journée de validation d'un zoning d'une aire protégée. Et là, c'était très intéressant parce que vous aviez toute la société civile réunie. Vous aviez les pêcheurs, vous aviez les plaisanciers, vous aviez le parc national, vous aviez vraiment... Et il y a un dialogue qui se fait. Ils sont acteurs donc de leur région. Alors, on salue particulièrement l'association Nemla aussi, qui fait un travail extraordinaire, qu'on a toujours plaisir à recevoir. Ils se battent quotidiennement. L'association ARD aussi, qui est très... C'est un petit peu... Vous avez ces deux associations... Quand on parle d'environnement, quand on parle d'écologie... Mais si je puis me permettre, juste pour finir là-dessus, parce que pour moi, c'est essentiel. En fait, l'écologie, il ne faut pas confondre l'environnementalisme et l'écologisme. L'écologie, c'est la science de l'habitat et des interactions qui s'y font. Et politiquement, on va dire pas politique au sens large du terme, l'écologie, elle s'intéresse justement à l'habitat et aux interactions. Ça veut dire que tous ces exercices démocratiques qui sont en train de se faire autour de la question environnementale, ils sont essentiels. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'ère où l'être humain il est en train de menacer jusqu'à son existence sur Terre, il ne peut pas y avoir de démocratie sans écologie et il ne peut pas y avoir d'écologie sans démocratie. Les deux sont liés. Que pensez-vous, pour terminer, de ces hashtags aujourd'hui un petit peu partout qui donnent envie de faire de l'écologie et de s'intéresser à notre planète ? Écoutez, moi je trouve que c'est très très bien, mais il faut dépasser le stade des symboles. Je vais revenir à l'Addar. Une particularité de l'Addar maghrébine et algérienne, c'est la srifa. Moi je parle souvent de srifisme. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faudrait peut-être sortir un petit peu du petit couloir, ou les apparences, ou justement quand on rentre, et aller plus profond dans la maison. Exactement. Voilà. Donc, mais on les encourage. Franchement, il y a un super travail. Il faut qu'il y ait un travail de... faut que ça se fasse dans la continuité. C'est ça que je veux dire. C'est le plus important. Multiplier ses actions, peut-être. Multiplier ses actions. Et surtout, prendre conscience. Et surtout, prendre conscience que le temps de l'écologie, ce n'est pas le temps de l'industrie. Il y a le temps du rapide, du tout de suite, du tout jetable. Et le temps de l'écologie, c'est celui des arbres. Ça a déjà changé un petit peu. C'est celui des fleuves et c'est celui vraiment de la durée. Voilà, vous avez pu connaître Karim Tidjani. C'est un écologiste né. Il respire l'écologie. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil. Bon courage pour vos combats sur le terrain. Pareil. Et puis on se reverra probablement, Inch'Allah, pour un autre thème. Voilà, on continue notre émission. On va recevoir 3 rubriques sur notre plateau dans un tout petit moment. Parler donc de tourisme, parler de high-tech, nouvelles technologies, aussi parler d'origine de l'objet. Regardez.
Voilà, le plaisir de retrouver mes complices de Bonjour d'Algérie et mes complices dorénavant, ils seront là parmi nous donc chaque jeudi. Il s'agit donc de Nafa Mezari, bonjour. Bonjour Amel, bonjour à tous les téléspectateurs de Bonjour d'Algérie. Marhaba bik, avec Bonjour, votre plaisir. rubrique high-tech. Oui. On va parler dans un moment avec vous d'un thème, vous avez retenu un thème. Radia Aboulmahali, qu'on a toujours plaisir à recevoir chez Bonjour, nous, Amel. chez vous, n'est-ce pas? Bonjour Amel. Bonjour Radia. On va parler donc de tourisme aujourd'hui avec vous. Absolument. Oui, Algérie touristique. Ah oui, voilà, l'Algérie touristique, les facettes touristiques de notre pays. Tout à fait. Si beau pays. Voilà, en plus du lundi, on reçoit aussi le jeudi, tout comme Siam Knouch, qu'on a l'habitude de retrouver les dimanches avec C'est ça. Mahrez, Oui. et puis aujourd'hui avec nous, avec moi, dans Bonjour d'Algérie, le jeudi, à travers donc votre rubrique Origine, à l'origine. À l'origine, aux origines, il n'y a pas de souci. Voilà, Voilà. aujourd'hui, vous allez parler de Khol. Oui, c'est ce que nous appelons le Khol. Voilà, donc on va en parler dans un moment. On va commencer par Mezari. Il va nous parler, donc Nafa va nous parler aujourd'hui de cookies. On va faire de la cuisine aujourd'hui. De quoi allons-nous parler? Les cookies. Non, ne détrompez-vous, c'est pas des gâteaux dont nous allons parler aujourd'hui, mais plutôt De cookies. de cookies toujours. informatiques. Des cookies informatiques. Plutôt de cookies informatiques, parce que je pense que tout le monde a été confronté à ça lors d'une navigation, d'une recherche internet. On va poser la question à Radia. Vous connaissez les cookies? Mais j'ai tendance à les zapper très vite. Très donc vite. je mets j'accepte et je cherche pas à lire le message qui m'est transmis. Et vous, Sia? Oui, énormément. D'ailleurs, je crois que mon smartphone en est plein. Enfin, moi je peux vous avouer qu'il y a quelques temps, je connaissais pas ce que ça voulait dire cookies. Il y a mon frère, un petit salut à mon frère qui me disait bon, c'est bon, ne me remplis pas la tête avec les cookies. C'est juste comme ça pour dire voilà, c'est des trucs en plus. C'est exactement ça en fait. On est confronté à ça quotidiennement dans des navigations. Et pourquoi on n'a pas généralement le temps de lire le petit message qui s'affiche devant nous? Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Soit on accepte, soit on arrête de naviguer. Sinon, on est freiné dans notre recherche. Exactement. On n'arrive plus à avancer. Tout à fait, exactement. Donc pour qu'on puisse continuer notre lecture, notre recherche, on doit accepter les cookies. C'est une norme qui a été imposée récemment, on va dire, par rapport à ce qui se faisait avant, parce qu'en fait, les cookies existent depuis l'existence d'Internet et que les utilisateurs ou les usagers n'avaient pas conscience qu'il y avait des fichiers qui étaient intégrés dans leur navigateur, dans leur smartphone, dans leur ordinateur, pour que ces sites puissent récolter des informations. Donc, le message qui s'affiche depuis un moment est une norme maintenant qui est imposée justement par rapport à la navigation et Est-ce la que la recherche. publicité, les spams font aussi partie de ces cookies? Pas vraiment en fait. Donc les cookies sont des fichiers qui sont injectés. Une fois qu'on accepte, ça veut dire qu'on accepte que ces fichiers seront storés dans nos smartphones, dans nos ordinateurs. Et à partir de là, il y aura de la récolte d'informations. Que ce soit par rapport à nos recherches, ou par rapport à nos préférences, ou par rapport même à notre façon d'utiliser le périphérique, que ce soit le téléphone, la tablette ou l'ordinateur. Et donc ces cookies, depuis un moment maintenant, les gens, comme vous dites, vos smartphones sont remplis de tout ça. Et des fois, vous faites des recherches, vous faites une recherche sur un hôtel, par exemple sur un site, peut-être pendant toute une autre semaine, même si vous êtes sur d'autres sites internet, vous aurez des propositions d'hôtels ou de réservations dans le sens où vous avez déjà effectué cette recherche. Idem pour d'autres produits que vous allez rechercher, des vêtements ou des produits cosmétiques. Vous allez avoir des propositions à chaque fois sur d'autres pages qui n'ont aucun lien avec votre précédente recherche. Et c'est là justement le rôle des cookies, c'est de récolter ces informations. Maintenant, est-ce que c'est un réel danger? On va dire que oui et non, dans le sens où on va dire que ces informations, ils ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que vous allez être confronté, on va dire, et à un certain moment, c'est agaçant de voir toujours revenir des anciennes recherches. Et savoir ça nous freine, surtout dans notre recherche. Et surtout, c'est le fait de savoir qu'on nous prend des informations. C'est pas notre insu, puisqu'on nous a déjà dit qu'il y aura des fichiers qui vont être intégrés dans nos smartphones. Donc, automatiquement, on a accepté ces cookies dans nos périphériques. Et donc, le seul moyen, en fait, de s'en débarrasser, c'est d'effacer son historique. D'accord. Donc c'est ça les solutions.
Vous nous donnez les solutions. Voilà, donc vous effacez vos c'est une façon. Voilà, comme ça, non mais c'est fou, moi c'est l'idée que j'ai en tête. Nous sommes véritablement dans dans une société de consommation, mais alors nous sommes devenus des produits à part entière. Ah, oui. Et c'est plus grave que ça. C'est genre cool ou jose. Ça qui est à cause Voilà. C'est un peu dans cet esprit. C'est les couilles, en fait, vous faites des études de marché gratuitement. Parce qu'en fait, c'est des indicateurs d'utilisation de smartphones ou d'ordinateurs et par conséquent, donc, toutes les recherches qu'on va effectuer, la façon qu'on utilise notre truc est transmise directement à ces sites internet qui peuvent éventuellement les vendre ou vendre ces informations à d'autres entreprises et à d'autres concurrents. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, vous nous avez parlé des cookies, qu'est-ce que c'est et surtout comment s'en débarrasser. Donc travailler sur l'historique, effacer l'historique. D'une manière hebdomadaire, je pense que ça va être suffisant pour ne pas vraiment se casser la tête à chaque fois à effacer son historique, parce qu'il faut savoir aussi que des fois on enregistre ses mots de passe par-ci par-là, donc on ne veut pas à chaque fois les refaire ou peut-être refaire les mêmes recherches. Donc on peut éventuellement au moment d'effacer son historique choisir ce qu'on veut effacer, éventuellement effacer les cookies dont on n'a pas besoin, parce que comme il a été dit, c'est des fichiers qui sont là pour récolter des informations et je pense que personne ne souhaite avoir ces informations personnelles ou sa façon de naviguer transmises à l'autre bout du monde et pour des raisons qu'il ne connaît pas. Voilà, merci beaucoup pour ces explications high-tech aujourd'hui et le thème que vous avez choisi. On va voyager à présent avec Radia, elle va nous emmener du côté de J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de cookies en tout cas qui nous emmènent vers le sud algérien, parce que c'est la saison justement du tourisme saharien. Amel, c'est le moment de visiter le grand sud algérien, c'est l'un des plus grands Sahara, des plus grands déserts au monde, des plus beaux également. Et des plus majestueux aussi. Absolument. Et bien sûr, pour moi, la perle, la véritable perle, ça reste Djanet, ça reste la wilaya d'Ilizi. On est à l'est, au sud-est justement de notre pays, et c'est une bande qui s'étale à peu près sur 800 km de long, sur 60 km de large, à peu près un territoire de 130 000 km², c'est immense, mais c'est surtout majestueux, beau, harmonieux. C'est juste un petit peu plus bas que cette bande dont nous parlait le chroniqueur tout à l'heure. Et l'écologiste, d'ailleurs, c'est une écologie particulière. Et en parlant justement d'écologie, c'est vraiment l'environnement idoine pour découvrir l'harmonie de la nature et voir un petit peu ce parc culturel du Tassili. Ce parc culturel du Tassili Nadjer qui a été classé depuis 1986 en réserve biosphérique, justement pour la qualité justement des paysages, mais aussi le développement d'une faune et d'une flore très intéressante dans ces régions, contrairement justement aux idées reçues, comme quoi une zone saharienne, c'est une zone vraiment complètement aride, complètement désertique, et vraiment dépourvue de tout. Il y a la vie. Il y a la vie. On va le voir tout à l'heure. Mais là, ce qu'on voit, c'est la vache qui pleure. Tout le monde connaît justement cette fameuse... Il y a deux versions de la vache qui pleure. Absolument, mais on va pas s'attarder sur les versions. On va surtout donner à voir aux téléspectateurs cette magie, c'est-à-dire toute cette roche émergente des dunes, de cette immense mer dunaire, parce qu'en fait là, on voit une partie des dunes, mais elles sont fabuleuses quand on s'en rapproche des frontières libyennes. C'est vraiment une mer. Là c'est comme un éléphant. Et là, vous voyez, ça c'est une ancienne, c'est la plus vieille sépulture vraiment de nos ancêtres les plus lointains. On remonte à la préhistoire là, et c'est le tracé que l'on retrouvera par la suite dans les monuments funéraires numides. C'est un tracé circulaire, mais en fait c'est la sépulture des hommes de cette terre qui ont habité cette terre. Bien sûr, les survivances qui nous restent de cette population ancienne. Vous voyez les touristes comme ils ont l'air justement d'apprécier ces moments images précieux prises d'un drone. Là, oui,
là, on est dans un site appelé Tycho Brahe. Magnifique, Tycho Brahe. C'est vraiment, ce sont des monolithes qui sortent comme ça de terre et ça crée comme une espèce de ville. On a l'impression, l'illusion d'une ville antique, vous voyez, ce sont comme des ruines. Une forêt de roches. Une forêt de roches, on peut le surnommer de différentes manières. Oui, Tycho Brahe qui signifie les épées. Les épées, c'est le pluriel de Takuba. C'est ça. Takuba, c'est une épée et c'est vrai que les monts rocheux ressemblent à une épée quand on les voit. Là, on voit un petit peu l'étendue de la roche et on peut sillonner ces escarpements à pied, à dos de dromadaire et on dit que le coucher du soleil est un des plus beaux aussi à voir. Oui, on a une image d'un coucher juste après. Donc, dans la continuité des images qu'on vient de voir, on va voir justement la beauté. Il y a différents endroits à Janet où on peut savourer ce moment privilégié autour en sirotant un thé avec les Touaregs, la population locale. On a par exemple pas loin du chef-lieu de Janet, un lieu qui s'appelle voilà. Non, ils sont nombreux, mais voilà. Là, on voit, vous voyez, là c'est une guelta. C'est une guelta au cœur de la roche. C'est une petite rivière. Là, c'est Issendylan. C'est Issendylan. Et on a une aiguille. On verra tout à l'heure l'aiguille d'Issendylan à travers une photo. Mais justement, au milieu de ces escarpements, on découvre justement, comme vous disiez, Amel, la vie. On découvre ces cours d'eau assez rares. Et cette végétation qui est justement née juste aux abords de ces... Autour de ces petits cours d'eau. Voilà, vous parliez d'un coucher de soleil. Magnifique, oui. Mais il faut être rapide pour le voir. J'avais une anecdote où il fallait monter sur... On a le temps, dans certains endroits, on se place juste en face et on sirote, je vous ai dit, un bon thé avec nos guides. Et... En fait, voilà, c'est la saison, je le disais, il faut vous prémunir juste d'un sac de couchage pour pouvoir vivre les moments de bivouac. On voyait tout à l'heure un groupe de touristes installés justement au flanc de ces montagnes. Au flanc de ces montagnes, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi, Amel? C'est qu'on peut découvrir des peintures rupestres. Ça m'amène à dire que ce site est d'autant plus intéressant que c'est le plus grand musée rupestre à ciel ouvert. On y découvre pas moins de 15 000 œuvres qui remontent justement à l'ère préhistorique. On voit ici par exemple le mouflon à manchette qui continue d'être présent. Il est autour de cette roche qu'on vient de voir. Il est tout le temps là à grimper. Un peu plus vers Tamanrasset, on découvre des spécimens extraordinaires. Donc il y a justement toute cette faune qui a marqué l'esprit des anciens, qui eux nous ont parlé un petit peu de qui ont laissé leurs traces, qui ont parlé un petit peu de leurs préoccupations quotidiennes à travers des peintures, des gravures. Et des contes aussi, parce que la présence de l'histoire et de la transmission de générations se fait aussi par le conte, n'est-ce pas énormément du côté du sud. Justement, j'ai une amie qui a fait le collectage et elle a pu collecter un bon nombre de contes de la région de Janet. Elle en a fait un livre. Et je peux vous dire qu'il est beau. Il faudrait qu'elle vienne le présenter dans Bonjour d'Algérie. Oui, pourquoi pas. Et puis, elle l'a orné avec des images de la région. Donc, il y a la légende de la vache qui pleure, la légende justement de la tombe. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, et des jeunes. Parce que quand vous allez dans le sud, vous avez vos guides, vos chauffeurs, et tous ceux qui parlent avec vous, ils vous racontent toujours une petite histoire. Et moi, je trouve que c'est tellement beau d'écouter et de garder ces légendes comme telles qu'elles sont. Voilà. Mais les gens connaissent, les guides connaissent parfaitement justement l'histoire de chaque grotte, l'histoire de chaque peinture. Ils peuvent vous aiguiller effectivement. Et en fait, ce n'est pas. C'est vrai que quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est une science, très beau, que c'est une science qui nous dépasse, voilà, que c'est mystérieux, etc. Mais en fait, c'est raconté par. En fait, les archéologues ont classé ces étapes justement depuis le néolithique lointain, ces étapes de peinture rupestre selon la faune qui existait à l'époque. Donc on trouve le bubal, on trouve le cheval, on trouve les camelins, on trouve les bovins, et ça s'appelle comme ça les bovidés. Donc ce sont des appellations qui peuvent nous donner la chronologie, mais ce qui est intéressant, c'est quand on est à Janet ou quand on est à Élysée, donc dans cet espace fabuleux, on a l'histoire qui est racontée comme ça, qui est apportée de et cette transmission à hauteur aussi, justement du regard humain.
des personnes, donc des femmes aussi, qui donc les Touaregs aussi sont connus pour cette transmission matriarcale. Donc, moi je connais aussi Hamid Tikaoui, qui était donc un originaire donc de Djanet, qui lui servait le thé à tous les invités qui venaient ici là-bas à Djanet, et très ancien, était dans la maroquinerie, lui travaillait justement le cuir. Alors, ils ont une dextérité exceptionnelle, les Touaregs. Excellent, tout à fait. Ils arrivent à transformer tous les matériaux. C'est ça. On va parler donc de Kroll avec Sihem. Peut-être que dans les marchés de Djanet, on trouve peut-être. Justement, parce que moi, en fait, ça fait 15 jours que je passe. Tous les boutiques d'Alger et de Blida, elles sont jamais retrouvées. Il y a un grand retrouvées. marché, vous savez, qui se déplace avec les Touaregs. Ouais, je sais. On trouve de tout. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que je veux. C'est l'ancienne pierre de Kroll qu'on faisait, donc avec laquelle on fabriquait carrément le Kroll maison. Oui, ben justement. En fait, cette pierre-là a un nom scientifique bien précis. On l'appelle l'antimoine. Et cet antimoine, je ne le retrouve plus. Malheureusement, j'ai retrouvé son arrière petit-fils, qui est en fait notre crayon noir. Ce n'est pas une pure antimoine, parce que si je fais comme ça, vous allez remarquer que c'est très gras, donc c'est mélangé avec du gras. Du coup, c'est du make-up. C'est un produit de maquillage très récent, très industriel, etc. Et nous sommes très très loin de l'antimoine. Qu'est-ce que c'est que l'antimoine? D'où ça vient? Et qui sont les premiers qui l'ont utilisé? Pourquoi l'avoir utilisé, justement? Alors, les premiers à avoir connu cet antimoine, cette pierre-là, eh bien, ce sont les Égyptiens. D'ailleurs, si vous regardez les images de Cléopâtre, etc., vous allez trouver que les yeux sont bien maquillés. Il n'y avait pas d'eyeliner, c'était juste l'antimoine en poudre, etc., mélangé avec quelques huiles essentielles, et ça faisait le grand bonheur de tous. Alors, les Égyptiens ne l'appelaient pas antimoine, bien sûr. Ça avait son appellation. Alors, ils les appelaient mestémet. Ok, donc c'est mestémet, c'est le Kroll, ok, mais en ancien égyptien, ok. Le mot est passé après chez les Arabes. Ils n'ont pas dit le Kroll en premier, ils ont dit el-Efmed. Et c'est pour ça que dans les anciennes poésies et dans les anciens livres, vous n'allez pas trouver el-Kohlo, mais plutôt el-Efmed. D'accord. El-Efmed, c'est très noir. Pourquoi? Parce que c'est du véritable antimoine. C'est une pierre, ok, une pierre semi-métallique, voilà, si on veut. Donc ça ressemble un petit peu au plomb, d'accord. Bon, elle est là, elle passe chez les Arabes l'utilisent, et puis ils ont découvert une autre version de cette antimoine qui donnait un petit peu la couleur bleuâtre. Et du coup, le bleuâtre, donc le noir bleuté, chez les Arabes, c'était el-Kohli. Okay, et du coup, on l'appelle maintenant el-Kohl, parce qu'il y a une nuance de bleu dans ce produit-là. Bon, antimoine, mestémet, c'est les Égyptiens. Après, c'est passé en Arabie, on l'appelle el-Efmed. Il y a une très grande légende de Zabqa al-Yamama, une femme qui avait les yeux bleus et qui mettait du Kohl, et qui, on dit, qu'elle pouvait voir au-delà de 3 jours de marche de sa tribu. Et un jour, elle voyait des arbres se déplacer et avancer. Elle leur a dit qu'il y a un ennemi qui se cachait derrière les arbres et qu'ils avançaient. Il leur a dit, bon, tu dis n'importe quoi, etc. Et puis, malheureusement, 3 jours après, il y a eu une grosse guerre et sa tribu a été anéantie. Je reviens à l'origine. Ma rubrique, c'est à l'origine. Quelle est l'origine de l'antimoine? Eh bien, il existe les légendes, belles dames, parce que vous aimez bien les légendes, je vais vous la raconter. Alors, c'est une légende dans laquelle on mélange très bien la réalité et la fiction. Bon. Alors, tout le monde connaît l'histoire de Seydina Moussa. Seydina Moussa est surnommé Kalimullah, c'est-à-dire que c'est le seul prophète avec lequel le Tout-Puissant a parlé. Donc, Moussa a écouté et entendu la voix divine, au sens propre du mot. Et un jour, alors qu'il était en plein Sinaï, Moussa avait demandé à Dieu de le voir. Et, Dieu a dit que tu ne peux pas me voir parce que l'œil humain est conçu d'une sorte de ne pas pouvoir voir Dieu. Et Moussa a supplié Dieu pour qu'il puisse véritablement le voir. Alors, Dieu lui a dit, regarde bien le sommet de cette montagne. Nous sommes en plein mont Sinaï. Et Moussa va fixer la montagne et là, il y a eu une très grande lumière, une sorte de foudre qui a mis Moussa alayhi salam KO.
Et quand il s'est réveillé, il s'est dit, oui, Dieu, personne ne pourra vous voir. D'accord? Donc, ça, l'histoire, elle est connue. La légende, maintenant, le côté légende de cette histoire-là, c'est qu'on dit que la source ou le gigantesque gisement de l'antimoine se trouve au mont Sinaï, parce qu'on dit que la pierre a été calcinée par la lumière divine et que ça a donné cette couleur noirâtre qui est la couleur de l'antimoine. D'accord, très belle légende et très belle histoire que vous avez donc racontée à l'origine de le Khol. On le retrouve donc dans cette région et donc d'où est venue cette matière surtout. Voilà. Alors après on découlait d'autres vous êtes arrivé à mon petit crayon qui est mal taillé. D'ailleurs, attendez, je vais essayer de le retailler. Ok. Ouais. Et puis surtout, Radia, j'imagine. Radia, je crois qu'elle voudrait bien en mettre. Merci. En revanche, les femmes touareg l'utilisent si bien. Elles savent se parer avec leurs hommes et les hommes aussi. Ouais. Alors, ils utilisent une Nila aussi. C'est très protecteur. Il paraît que ça protège aussi sur les yeux. Certains mélanges, oui. Certains mélanges. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser en antimoine pur. Il y a sûrement un mélange, il y a des huiles essentielles et beaucoup de gras aussi. Non, maintenant, si vous voulez... Mais vous vous rappelez, toutes les personnes qui partaient le Hajj ou l'Umrah, ils nous ramenaient donc... Ils vous ramenaient l'Ifmed. Oui. C'est ce qu'on appelle l'Ifmed. D'accord. Et non c'était pas tellement joli, c'était bien fait, c'était artisanal. N'est-ce pas? Il y avait toujours le Marwad qu'on faisait passer comme ça, etc. Malheureusement, la prochaine fois, si je pars en voyage, je vous promets de vous ramener... Et vous savez, il y a une autre subtilité, juste un petit mot pour finir. Quand les Bédouins, quand ils voulaient donner rendez-vous à son amoureuse, eh ben, on lui envoyait par exemple un morceau de khol ou deux morceaux de khol. Pourquoi? En fait, c'est un rendez-vous. C'est un morceau de khol, c'est la première partie de la nuit, 2 morceaux de khol, c'est la deuxième partie de la nuit, 3 morceaux de khol, c'est la troisième partie de la nuit. Vous en avez appris des choses aujourd'hui, Nafaha. On en voyait. Vous avez voyagé. Voilà, c'est génial. Il faut d'abord en trouver maintenant. C'est un bon code. Des pauvres de cookies. Peut-être que le message, vous l'adressez aux téléspectateurs. Vous n'avez toujours pas trouvé la pierre ici sur Alger, dans les marchés. J'aimerais bien en avoir. Sinon, il faudrait aller voyager pour aller à la recherche de cette fameuse pierre. Et en tout cas, bravo à vous, Siham, pour cette belle histoire que vous nous avez racontée à travers l'origine donc d'un objet, d'un lieu, etc. Aujourd'hui, ça a été le Khol. Radia nous a fait visiter, voyager à travers donc l'histoire de Janet. Pas complètement, Janet, c'est magnifique, c'est grand. C'est un parc culturel quand même, on disait, qui est très vaste et qui permet les plus belles découvertes. On a vu une partie, ces dunes vraiment parsemées de roches. Il y a aussi des étendues d'eau, des gueltas classées Ramsar, comme la guelta d'Ehrir, qui est très belle à voir, où il y a encore l'habitat traditionnel authentique de la population touareg de cette région qui existent en forme de huttes. Ce sont les huttes, ce sont les zriba qu'on appelle, voilà, l'appellation touareg c'est zriba. Elles existent toujours et voilà, la population est toujours installée dans cette région. Il y a de très beaux sites à visiter. En fait, il faut juste vous adresser à des agences touristiques locales de préférence, parce que ce sont vraiment des professionnels qui vont vous fournir le 4x4, parce qu'on ne peut pas visiter ces étendues sans un 4x4, qui vont vous fournir donc vous risquerez donc de vous ensabler et c'est pas facile. C'est carrément de vous désensabler. Hein, oui, parce qu'il y a les raids sur les raids dunaires, c'est-à-dire qu'on descend les grandes dunes avec le 4x4 et c'est impressionnant. C'est aussi c'est encore mieux que le plus beau des toboggans. Ce qui est bien à Janet, c'est que vous avez toute cette diversité donc de la nature. Vous avez l'ergue, vous avez le reg et donc ces étendues de dunes et de pierres aussi qui existent, qu'on peut découvrir. C'est une variété de ces roches magnifiques. Et c'est surtout le silence qui vous attend, c'est-à-dire la paix, le recueillement est permis dans ces régions et puis aussi on finit par être soi-même. Il y a des régions où on ne peut même pas utiliser son téléphone parce que voilà, il n'y a pas de réseau, aller au milieu du Sahara. Donc les photos, c'est vraiment
c'est indispensable. Et puis, c'est des quand souvenirs vous immuables. avez parlé tout à l'heure de bivouac, vous faites un bivouac en plein désert, il n'y a aucune pollution lumineuse, ça c'est sûr. Et à part les étoiles, le vous ciel aurez étoilé le plus beau de notre pays se trouve dans ces régions-là. Et on peut même voir la Voie lactée. On peut même voir la Voie lactée. Et on peut vraiment... C'est indispensable pour les gens du Sud, pour se repérer et se diriger surtout. On peut ne pas du tout utiliser d'éclairage, on peut manger comme ça avec justement la lumière de la lune, le faisceau lunaire au-dessus, et c'est excellent, c'est magnifique. Vous connaissez le Sud algérien? J'ai connu par le passé, puisque j'ai eu à travailler dans l'entreprise pétrolière algérienne, et donc par conséquent c'était vraiment presque un rendez-vous hebdomadaire. Et quels souvenirs vous en Mais gardez? ce qui est en fait désolant, parce que quand je vois avec, je veux dire, la fascination et la beauté avec laquelle vous vous exprimez sur cette région, ce qui est désolant, c'est de savoir que en fait dans notre population, la majorité ne connaissent pas le Sud algérien et préconisent peut-être des destinations étrangères par rapport à notre Sud, et j'espère que le rôle donc, des médias est important. J'espère qu'il sera encore mis en avant. C'est une très bonne destination en hiver, parce que la période où l'on peut visiter ces régions-là, c'est s'étend jusqu'au mois de mars, parce que c'est là où les vents de sable commencent à apparaître. Mais avant cela, en hiver, les vacances d'hiver, c'est parfait. Passer les fêtes de fin d'année à Janet, c'est sublime. Tout est passé, donc on a fini notre intervention aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouvera avec grand plaisir de lundi, et puis bien sûr Siham aussi dimanche. Merci à vous tous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe, excellente journée à vous tous, et bien sûr à demain n'oubliez pas 9h avec Mahrez Rabia ici dans ce studio. Au revoir. Peuple français, tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler et tu as vu la police. Si quelqu'un oublie son passé, je ne trouve pas qu'il puisse bâtir un avenir sur de bonnes bases quand même. Il y a eu un déni, une occultation de la part des autorités françaises sur cette page d'histoire. Nous, on devait aller à l'école. On devait grandir en France, puisqu'on était des expatriés, on vivait en France, voilà. À l'école, personnellement, j'ai été traitée de fille de fée de la gare. Moi, ça fait 4 ans que je me bats sur le terrain pour réussir à faire des événements. On a imposé à la maire de Paris pour qu'elle puisse enlever la plaque de la honte, on l'appelle la plaque de la honte. Oui, ça m'a touchée, parce que ça vient de l'Algérie. 17 octobre 1961-2019, au nom de tous les nôtres, un devoir de mémoire, jeudi